Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, le plaisir dans les entretiens que j'essaie d'avoir avec des responsables du monde économique, du monde politique, du monde universitaire. J'ai le grand plaisir de recevoir une personnalité qui est à la fois connue et qui est controversée. Controversée parce qu'elle est atypique, parce qu'elle a des idées tout à fait, elle a eu et elle a des idées tout à fait révolutionnaires et qui ont fait qu'il s'est heurté à beaucoup, beaucoup d'intérêt et notamment beaucoup à l'établissement scientifique français. Je veux parler de Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit qui est connu, enfin, qui va se présenter. Justement, l'entretien est là pour lui poser des questions. Je me fais votre interprète pour lui poser un certain nombre de questions pour qu'on connaisse mieux un petit peu à la fois qui il est et puis tout ce qu'il a pu apporter. Je voudrais préciser d'abord merci Jean-Pierre Petit d'avoir accepté cet entretien. Merci à Merci vous. aussi. Alors, on le fait en téléconférence parce que vous êtes dans le sud de la France et je suis à Paris. Jean-Pierre Petit, qui, je révèle quelque chose qui est sur Internet. Vous avez 87 ans et je vous félicite de cet âge puisque vous êtes en pleine forme intellectuelle. Vous êtes la preuve, justement, eh bien, que peut-être que l'espace-temps a moins de prise sur vous que sur d'autres personnes. Voilà. Et puis, je voudrais dire en préambule, parce que j'ai vu que vous avez mis votre badge, vous avez adhéré à l'UPR et nous vous en sommes très, très reconnaissants. Et vous, comme vous l'affichez vous-même avec le badge, je voulais le dire tout de suite. Alors, bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour François, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement, pas trop longtemps, mais quand même un petit peu nous expliquer votre parcours, comment vous en êtes arrivé finalement à vous intéresser aux questions concernant la propulsion et concernant, notamment, je crois que vous avez travaillé sur l'envoi de missiles dans les sous-marins nucléaires, mais assez rapidement, sans même auparavant l'avoir compris. C'est quoi, comment vous en êtes arrivé là, d'abord, dans votre jeunesse? Ben oui, il y a toute une trajectoire. D'abord, la première chose, c'est que je suis issu d'une famille pauvre. Donc, a priori, mon horizon était assez pénible. Mais j'ai quand même eu une chance, et ça, je tiens à le préciser. Nous vivons en France, donc j'ai été boursier et j'ai pu suivre des études de qualité en étant ingénieur à l'école supérieure d'aéronautique. Et c'est vrai que quand j'allais aux États-Unis, j'étais très étonné de savoir que là-bas, les études étaient payantes, que les gens devaient faire des emprunts, qu'ils devaient rembourser ensuite, etc. Alors que moi, j'ai eu cette chance. Bon. Alors, j'ai donc fait ces études à l'école supérieure d'aéronautique, mais finalement, j'avais une double vie au sens où j'étais devenu aussi graveur, lithographe, peintre, etc. J'ai vendu des milliers de mes œuvres. Ces jours-ci, il y avait un internaute qui me disait: j'ai hérité de ma mère ce tableau, il est signé Jean-Pierre Petit, est-ce que c'est de vous? Oui, oui, bien sûr. Donc, disons que j'avais amélioré un peu ma condition de vie en vendant des tas de choses. Quand j'étais adolescent, je partais avec mon carton à dessin, les poches vides, mais je gagnais de quoi vivre pendant mes trajets, quoi. C'est tout. Je me suis baladé partout en Europe et à chaque fois, je pouvais payer mon vivre et mon couvert, voilà. Donc, ce qui fait qu'après avoir fait ces études d'ingénieur, ma foi, j'étais quand même assez fantaisiste, assez ouvert sur des tas de choses. Et le fait de me retrouver ce qu'on avait dans une boîte d'ingénieur, ça m'a fait un peu peur, quoi. Je vous Donc, interromps, je vous interromps. On pourrait dire qu'il y a un petit côté Léonard de Vinci chez vous, alors, qui était à la fois artiste et puis très en avance sur son temps. Il a inventé des tas de choses. Enfin, il a inventé le concept comme l'hélicoptère, par exemple, et ce genre de choses, ou le char d'assaut. mais vous savez, je suis simplement un homme du 19e siècle ou du 18e, parce qu'à l'époque, on n'était pas seulement chercheur, on était chercheur, médecin, écrivain, musicien, on était plein de choses. C'est maintenant qu'on a l'impression qu'il faut absolument se concentrer dans quelque chose. Alors pendant un moment, bon, j'ai essayé de vivre de ma plume, de vivre de mes dessins, j'étais lithographe, mais ça ne marchait pas très fort. Alors finalement, comme j'avais femme et enfant, eh bien, j'étais obligé de prendre un emploi. Alors, comme j'étais très sportif, que j'aimais le ski, l'escalade, le vol à voile, des tas de choses comme ça, bon, le sud, ça s'imposait. Alors j'ai pris le premier travail qui se présentait et c'était un travail à la Société de la propulsion par réaction. Et là, effectivement, c'est en arrivant que j'ai réalisé que je travaillais sur la mise au point des propulseurs de sous-marins nucléaires. Donc, c'était pas vraiment
prenant ma tasse de thé. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de rentrer dans un institut du CNRS, l'Institut de mécanique des fluides, où ils cherchaient un ingénieur de recherche pour un projet qui était finalement qui déconcertait un peu les gens. C'était de la MHD, de la magnéto-hydrodynamique. Alors, ma foi, quand je suis arrivé là-bas, c'était assez amusant parce que les chercheurs du coin, ils avaient récupéré ce contrat, ils ne savaient pas très bien de quoi il s'agissait. Et c'est là que je me suis lancé là-dedans, je me suis aperçu que c'était un problème qui se situait non pas dans un espace à quelle dimension, mais à 7. Un truc relativiste, simplement, c'est un espace position et vitesse. Bon, mais simplement, on pourrait dire que ma carrière de chercheur, elle a ceci de commun permanent, c'est qu'on ne fait de bonnes expériences que si on a la théorie qui va avec. Et là, je me suis lancé là-dedans, j'ai trouvé ça passionnant. Il y a des mathématiques très, très étonnantes là-dedans. Et alors, grâce à ça, j'ai pu faire des tas de calculs d'une expérience. Et c'est vrai qu'on me demandait de faire fonctionner un générateur MHD électrique qui sortait des mégawatts. Hein. Et ceci avec deux températures, avec une température gaz et une température électronique. Alors, ça peut paraître bizarre, mais quand vous avez un tube fluorescent, quand vous mettez la main dessus, ça ne brûle pas. Autrement dit, le gaz est froid. Par contre, les électrons sont à des milliers de degrés, vous voyez. Donc, on essayait de faire la même chose. Et ça paraissait très problématique parce qu'il y avait un Russe qui s'appelle Velikov, que j'ai connu par la suite, qui est devenu vice-président de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, et qui avait prévu qu'il y avait une instabilité épouvantable. Et moi, j'ai trouvé un moyen mathématique de trouver des conditions dans lesquelles on arrivait à prendre cette instabilité de vitesse. Et disons qu'il y a eu une matinée, et tout s'est fait en une matinée. Ça a marché le premier essai, c'est extraordinaire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des idées de recherche sophistiquées et que ça fonctionne au premier essai. Et ça ne se produit que quand on maîtrise l'aspect théorique totalement, quoi. Alors je me rappelle quand on a chargé cette espèce d'appareil, il y avait un ami qui s'appelait Ingezakis, qui est mort maintenant, et je lui dis, écoute, mets le réglage à 6000 degrés, il me dit, mais à 6000 degrés, il n'y aura rien. Si, il va y avoir des milliers d'ampères. Il y a eu des milliers d'ampères. Simplement, il a fallu qu'ils se convainquent au troisième essai de mettre ça. Et là, à ce moment-là, on a eu un générateur qui a fonctionné. C'est assez amusant parce que la tuyère était grande comme une boîte de bière, vous voyez, et elle sortait 2 mégawatts, mais pendant 100 microsecondes. L'astuce, c'est de faire marcher des installations dans des conditions extrêmes. On avait un champ magnétique de 20 000 Gauss, on avait une température de 6000 degrés, etc. Mais pendant très peu de temps. Pendant très peu de temps. C'est ça, le truc extraordinaire, les Français sont astucieux. Et c'est pour ça que j'étais tout de suite en cheville avec les Russes, parce que les Russes aussi sont très astucieux. Ce qui fait que quand on se rencontrait, il y avait à chaque fois un qui montrait l'astuce qu'il avait trouvée pour ceci, pour cela. C'est vrai que cette MHD, les gens me disaient, mais vous avez des électrodes, mais elles sont en quoi? Ben, elles sont en cuivre rouge. Cuivre rouge, mais vous avez 8000 ampères. Oui, mais ça dure pas longtemps. Ça faisait juste des petits trous. Bon, alors il y a eu cette expérience qui a fonctionné. C'était très amusant. Ce qui a suivi l'était beaucoup moins. Disons qu'on a quand même présenté ça à un colloque international en Varsovie. Les Russes étaient évidemment les leaders en matière de magnéto-hydrodynamique. Là, j'ai fait la connaissance de Velikov, de ce coworker avec qui je suis resté ami pendant très longtemps. Et surtout, les Russes se sont dit, tiens, c'est les Français qui sont en avance. Vous vous rendez compte? Je vous interromps, Jean-Pierre Petit. On est dans quelles années à ce moment-là? Quand vous allez à Varsovie 1967. Ah oui, donc on est encore, c'était le jour, l'année même où d'ailleurs De Gaulle était allé en Pologne lui-même. Donc on était dans la politique de détente qu'avait lancée De Gaulle, qui étaient des soviétiques en fait, mais avec lesquels, tout soviétique qu'ils fussent, même derrière le rideau de fer, avec lesquels vous aviez des échanges scientifiques universitaires du plus haut intérêt et sympathique, si je comprends bien. Extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. À un moment, Velikov vient en France et il visite le centre de MHD de Moret-sur-Loing. Alors, quand il arrive à Moret-sur-Loing, il demande au directeur, mais est-ce que c'est pas de là qu'est parti d'Artagnan? Je crois que c'était ça. Et ben oui. Et alors, à un moment, on voit une basilique au loin et le directeur désigne ça à Velikov en disant « Oui, c'est ancien, c'est très ancien ». Et Velikov dit « Oui, c'est cistercien ». Et à un moment, dans cette conversation, il a dit « Mais à Velikov, combien avez-vous lu de livres français ?»« Environ 400 ». Voilà. Vous voyez, hein? Et c'est ça, je veux dire,
ces Russes étaient cultivés, alors que les chercheurs français souvent étaient incultes, quoi. Donc, de ce côté-là, donc forcément, le courant passait de façon étonnante. En plus, ces gens-là avaient peu de moyens, ils étaient obligés de se débrouiller avec des trucs extraordinaires, quoi. Voilà. Bon, alors il y a eu ce congrès en France, donc à Marseille, et ma foi, les choses ne se sont pas passées comme on aurait pu le souhaiter, parce que vous avez une chose qui est en France, vous avez une élite politique qui gère le pays. Mais là, on a une élite scientifique qui gère le pays aussi. Alors, par exemple, quand on prend l'ENA, il n'y a pas que des gens malhonnêtes dans l'ENA, il n'y a pas que des imbéciles, il y a aussi des gens brillants, etc. Mais il y a aussi une belle collection de fripons, quoi. Et alors, quand vous prenez la France, eh bien, vous avez Normal Sup et Polytechnique. Bon, il y a des gens brillants à Normal Sup et Polytechnique, mais il y a aussi beaucoup de caciques qui tiennent toutes les choses et qui ne sont pas compétents. Alors ça, c'est terrible. Alors donc, alors que c'était MHD, alors ce qui se passait aussi, c'est que le CEA... Je vous interromps. Comme vous n'étiez donc pas, n'ayant fait ni Normal Sup, ni Polytechnique, on vous toisait de haut un peu, c'est ça? Oui, mais on ne toisait même pas du tout. Oui, nous sommes totalement inexistants par rapport à ça. C'est extraordinaire. Alors, le truc, c'est que au CEA, à Fontenay-aux-Roses, on avait construit une installation qui s'appelait Typhée. Alors, vous savez que Typhée est un géant de la mythologie grecque, qui est le dieu des tempêtes. Et en fait, Typhée n'a jamais fait un pet de lapin, quoi. C'est terrible. Donc, ce truc avait coûté une fortune. Il y avait des centaines de personnes. Et moi, j'étais tout seul avec un technicien. Je sortais des mégawatts et Typhée ne sortait rien du tout. Alors, vous voyez, peut-être que ça a joué une chose pareille, parce qu'on ne peut pas réussir quand les autres ont échoué. Alors, la MHD française a coulé et le petit laboratoire de Marseille est parti d'un tourbillon, quoi. Et moi, j'étais là en train de dire, mais vous savez, moi, ça marche, j'ai trouvé des choses. Et je me rappelle, j'ai des dîners. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? Eh bien, que la vestibule mécanique des fluides allait se recycler et devenir un laboratoire de laser pour essayer de mettre au point des lasers de puissance pour les militaires. Mais c'était MHD, on n'en parlait plus. Voilà. Et la MHD, je vous interromps, la MHD, Jean-Pierre Petit, dans le cadre de vos recherches, vous êtes approché, si j'ai bien compris, de l'idée de comment surmonter les ondes de choc, en fait. C'est bien ça. Et qui bloque, en fait, la pensée dominante, c'était qu'on ne pouvait pas, que pour augmenter la vitesse, plus on se heurtait à des ondes de choc qui empêchaient d'aller plus loin. J'essaie de me faire grand public. Je ne me trompe pas quand je dis ça, alors que vous pouviez trouver peut-être un projet qui permettait de surmonter ça. Mais c'était quelque chose de complètement secondaire. Au départ, on cherchait à produire de l'électricité. Et en produisant de l'électricité, on avait un plasma qui arrivait à 3 km/s dans une tuyère. Et en sortant de l'électricité, on le ralentissait. Et en le ralentissant, sur les clichés, on avait une onde de choc. Et simplement, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Si on arrive à fabriquer une onde de choc avec des forces électromagnétiques, peut-être qu'on peut arriver à agir sur ces ondes pour les enlever. Vous voyez, c'est tout. Ah, d'accord. C'est ça l'origine. Voilà, l'origine, c'est un fait expérimental évident, quoi. Et je me rappelle, j'avais un cendrier, je me suis dit, si j'ai assez d'énergie pour poser le cendrier, je vais aussi l'enlever, quoi, c'est tout. Voilà. Après, bon. Alors, donc, la question, c'est que cette MHD française partait complètement en miettes. Et là, je me rappelle, je me trouvais devant cette machine que j'avais fabriquée. D'ailleurs, on essaiera de montrer une photo ou deux de ces choses-là. C'est quand même assez impressionnant. Je me suis dit, bon, ben, j'ai travaillé pour rien, je ne peux pas l'emmener sous mon bras. Et si je veux à ce moment-là, avoir des travaux intéressants et que ce soit suivi, il faut que je devienne théoricien. Il n'y a que le papier-crayon. En France, si vous voulez avoir une politique de recherche personnelle qui tienne debout, il faut être théoricien. Sinon, vous êtes à la merci des changements de politique, des changements de ceci, des changements de cela. Alors après, bon, bah, rester avec des fluides, ça ne m'intéressait plus, les lasers non plus. Je me suis dit, bon, bah, j'ai quelques éléments de mathématiques, je vais les appliquer à autre chose. Alors là, je dirais que dans ma carrière, j'ai eu des rencontres marquantes. J'ai eu une rencontre avec
André Lichner-Horowitz, académicien et mathématicien, un grand seigneur de la science, un type formidable. Ça n'existe plus, des gens comme ça maintenant. Après, vous savez que j'ai eu Jean-Marie Souriau, j'ai rencontré Bernard Morin, j'ai rencontré Grothendieck. À chaque fois, avec ces gens-là, le courant passait à haute intensité, il n'y avait aucun problème. Par contre, avec des gens ordinaires, je suis très mal à l'aise. Bon, alors donc, je suis rentré à l'Observatoire de Marseille. Et là, si je rentrais là-bas, c'est parce qu'il y avait un garçon qui a fait Polytechnique, qui était aussi très brillant et très jeune, c'était Guy Bonnet, qui était astronome et qui était intéressé par ces questions théoriques. Et on avait commencé à travailler ensemble, on avait fait 2-3 papiers ensemble. Alors je me disais, ça y est, j'ai trouvé mon bonheur. Malheureusement, Bonnet, tout d'un coup, est parti diriger à l'Observatoire de Lyon. Et moi, je ne pouvais pas le suivre à Lyon. Donc je suis resté tout seul à l'Observatoire de Marseille, au milieu des observateurs, alors que j'étais théoricien. Alors à ce moment-là, ça m'a fait rencontrer le mathématicien Morin, j'ai travaillé sur le retournement de la sphère, etc., etc. Et puis quand même, cette idée de suppression d'onde de choc continuait à me tourner un petit peu en tête. Donc j'ai essayé, alors c'est une histoire assez compliquée, on va essayer de la compacter. Disons qu'on pourrait dire que la partie la plus importante, c'est lorsque j'ai rencontré Papon, qui était directeur général du CNRS. Alors, il y a des directeurs généraux du CNRS, sont des gens intelligents et gentils et tout ça. Donc, quand je l'ai rencontré, j'avais même installé un laboratoire de fortune dans une chambre de bonne d'Aix-en-Provence, qui était équipé en micro-ondes. Quand je faisais marcher mon appareillage, les télévisions autour de moi se mettaient à déconner. Incroyable. J'essayais de faire passer inaperçu. Bon. Non, mais vous voyez, ma carrière de recherche, c'est vraiment Retour vers le futur de Spielberg. Spielberg pourrait faire un film absolument complètement là-dedans. C'est tourment. Bon. Et alors, dans cette installation de fortune, j'ai utilisé une cloche à billes qui servait à illuminer les miroirs, et j'ai fait des expériences de MHD en basse pression. Et cette basse pression, eh bien, il se trouve que c'est la pression qui règne dans les hautes altitudes où fonctionnent les missiles hypersoniques russes. Donc, dire que c'était des petites expériences comme ça de coin de table, oui, mais conceptuellement, c'était important. Et c'est là que j'ai eu une idée mathématique de suppression de l'instabilité de Belikov, et ça a fonctionné également au premier essai, pas de problème. Alors là, ma vie professionnelle est tellement pleine de rebondissements, ils vont essayer de simplifier. Disons que je suis allé à plusieurs colloques scientifiques en Russie, mais j'ai dû y aller à mes frais. Je me rappelle, un jour, je suis allé à Moscou avec un voyage organisé par Loisirs Vacances Jeunesse, quoi. Et quand je suis arrivé à Moscou, on devait aller visiter le tombeau de Lénine. Et moi, j'ai dit à l'accompagnatrice, écoutez, est-ce que je pourrais téléphoner parce que ce matin, je fais une communication scientifique dans un congrès. Elle m'a dit, ah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on téléphone, on obtient Golubev au téléphone qui me dit, ah Jean-Pierre, j'envoie une voiture tout de suite. Et moi, hop, je vais au congrès scientifique. J'y vais pendant les 3 jours où on était à Moscou, j'ai rien vu. J'étais au congrès scientifique. Et moi, je suis reparti. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a eu d'autres séjours absolument effarants. Et au cours de ces congrès scientifiques, j'ai présenté mes travaux. Ce qui fait que si les Russes ont bénéficié de mon savoir-faire, c'est parce que c'était le seul endroit où on m'entendait. Vous voyez, je n'étais pas en train de donner des informations sensibles à l'étranger. Simplement, tout le monde s'en foutait en France. Vous voyez. Et c'est à peu près le dénominateur commun. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens de mon genre. J'ai été complètement inemployé. Tout ce que je pouvais faire, ça n'a pas intéressé le CNRS. Je rappelle, je vous donne une anecdote parmi des douzaines d'autres. À un moment, quand j'ai travaillé sur le retournement de la sphère, j'ai fait une suite de dessins. Pour aller voir au tableau, d'ailleurs, vous voyez, il y a une image comme ça qui vous montre ça. Et j'ai rencontré Jean-Michel Arnold, qui était directeur du CERDAV, qui était le service d'études et de documentation, de création de documents audiovisuels. Et je suis venu le trouver en lui disant, voilà, on devrait faire un dessin animé sur le retournement de la sphère. Il me dit, mais qu'est-ce qui va faire les dessins? Je dis, moi. Mais là, quand je lui ai parlé, j'étais un martien, vous voyez, vraiment. Et là, ce CERDAM a produit des documents à prix d'or. Ils ont fait des films coûteux, mais ça n'a rien donné, quoi. C'est fou. Je me rappelle même que le CNRS a organisé un stage de formation à l'audiovisuel. Ils avaient dépensé là-dedans une fortune, je ne sais plus combien, 1 million nouveau, un truc comme ça. Et les chercheurs étaient mis en situation avec comme thème comment se faire cuire un œuf. Moi, ça ne me faisait pas rire, c'était de l'argent gâché, quoi. Moi, j'étais obligé de faire des poubelles pour faire de la recherche. Je me rappelle. Donc,
à ce moment-là, revenons à cette histoire de Papon. Tout d'un coup, le directeur général du CNRS, je le rencontre dans une garden party à Aix-en-Provence. Donc, j'arrive à le coincer et il m'a mis en contact avec un type charmant qui est mort maintenant, qui s'appelait Combarnous. Et Combarnous, ça l'a intéressé. Il a donné une bourse d'études pour un étudiant qui travaillait avec moi. Il nous a donné du matériel, de l'argent avec lequel on a pu acheter un Macintosh. Vous savez, un Macintosh, pour nous, c'était extrêmement riche. C'était la fortune, quoi. Bon. Et on est parti là-dedans. J'ai dirigé la thèse du gars. On a fait des publications. Et Combarnous me dit à un moment, mais ça va, vous êtes content, vous avez quoi faire des calculs. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que avec ça, on a fait une simulation de situation d'onde de choc. Et Combarnous m'a dit, mais comment est-ce que vous avez fait pour faire ça avec un Macintosh? C'est pas possible, c'est pas assez puissant. Je dis non, il n'y a pas un Macintosh, on a utilisé 5. C'est-à-dire que on prenait une disquette 3 pouces et on distribuait les calculs à des copains qui avaient des Macintosh. Donc c'était un travail avec, comment on appelle ça, avec les données partagées, mais un peu une moto. Alors, non, oui, c'est vraiment la démerde. Il faut être débrouillard, quoi, dans un truc comme ça. Bon. Et alors, après, j'ai Combarnous au téléphone et il me dit, alors vous êtes content? Et je dis oui, mais j'aimerais faire des expériences. Parce qu'en plus, vous faire des expériences, oui, oui, oui. Alors, j'avais tout prévu. J'avais même trouvé du matériel au CEA, des condensateurs et des tas de choses comme ça. Et Combarnous a eu cette phrase pas mal. Il a dit, en somme, vous me proposez de faire de la recherche de pointe avec du matériel de rebut. C'était à peu près ça, quoi. Autrement dit, on allait monter une expérience cruciale, extrêmement importante. On pouvait supprimer une onde de choc. Et à ce moment-là, comment dire... Combarnous est parti en France et il a été très surpris de voir que le laboratoire n'était pas du tout content d'accepter ce genre de choses. Pourtant, il y avait de l'argent. Ce Combarnous, il était originaire d'où, lui? Je ne sais plus. Je sais plus exactement. Il a été acteur du département sciences physiques pour l'ingénieur. D'accord, mais il était français. Il est français. D'accord. Non, parce que vous avez dit qu'il est parti en France. Non, il est parti pour trouver un laboratoire en France. D'accord, excusez-moi. Un échange téléphonique où Combarnous a exactement ces mots. Il me dit, le seul laboratoire dont je ne me suis pas fait foutre dehors avec vos idées à la con, c'est un laboratoire de Rouen qui est le Coria. Alors prenez contact avec le Coria. Alors je prends contact avec le Coria. Ces gens avaient une soufflerie à onde de choc, il y avait ce qu'il fallait, ils étaient prêts à faire ça, il y avait de l'argent et tout ça. Bon. Et tout d'un coup, il s'est passé une catastrophe. La catastrophe, ça a été les élections présidentielles lorsque Giscard a laissé la place à Mitterrand. Alors il se passe une chose au CNRS, et en France, mais surtout au CNRS, c'est quand on a un changement politique, toutes les têtes changent. Papon a disparu, Combarnous aussi. Papon a été remplacé par Feneuil, qui était un ancien responsable des Ciments Lafarge. On s'est dit, il a travaillé dans le ciment, ma foi c'est de la gestion, le CNRS marchera très bien. En fait, le CNRS géré par Feneuil, c'était une catastrophe. D'accord, quoi. Et le remplaçant de Combarnous, c'était pareil. Donc tout ça, ça a été le gâchis. Si vous voulez, moi, je suis la personnalisation du gâchis français. Moi, c'est pas pour moi, parce que, vous savez, moi, j'ai j'ai la bande dessinée, j'ai des tas de choses comme ça. Et vous avez vu que j'ai fait des travaux en égyptologie, quoi. J'ai toujours une porte de sortie pour arriver. Je vois par exemple que le pauvre Boltzmann s'était suicidé. Moi, je ne me suicide pas. Je m'aère un peu et c'est comme ça va mieux, quoi, c'est tout. Mais autrement, c'est un gâchis complet. Et ça me rend triste pour le pays que j'aime, qui est la France. Ça me rend triste pour les Français et pour les citoyens français. Quand je vois François Asselineau, je dis, lui aussi se bat. Et en fait, moi, j'ai imaginé un mot qui pourrait faire date, c'est l'effet Asselineau. Et l'effet Asselineau, moi aussi, j'ai été victime de l'effet Asselineau. C'est-à-dire que quand on a quelque chose de dérangeant et quelque chose de réellement novateur, ça ne passe pas. Alors même, je vais vous donner un exemple, c'est qu'une année, un type arrive et il avait mon dossier CNRS. Et je lui dis, est-ce que je peux le consulter? Oui. Alors je le consulte et je tombe sur un courrier en anglais envoyé par un spécialiste anglo-saxon en mécanique des fluides. Je n'avais pas la lettre d'appel, mais la lettre d'appel, c'était un peu comme si on avait dit, voilà, chez nous, on a un type qui veut faire disparaître les ondes de choc, est-ce qu'il a un grain? Carrément. Hein, voilà. Et à ce moment-là, le type répond, I don't see any strangeness in it, je ne vois rien de bizarre dans tout ça. This man is in normal mental condition.
Ce type est dans une condition mentale normale. Alors, vous voyez, il y a une chose extraordinaire, c'est que quand les idées sont dérangeantes, qu'en plus elles sont réellement novatrices, à ce moment-là, on se demande si le type est fou. Et il y a un type qui m'a téléphoné il y a 1 an ou 2, qui est assez branché sur le milieu scientifique, qui m'a téléphoné aussi pour m'expliquer que j'étais schizophrène et qu'il fallait que je me fasse soigner. Eh ben, je crois que je vous ai envoyé le lien vers cet enregistrement. Mais imaginez tout d'un coup que vous avez un gars qui vous écrit: écoute, je vais être sympathique, je vais t'expliquer, en fait, tu es fou. Alors, j'ai trouvé ça amusant. Avec ma femme, on s'est mis à l'écoute. Avec son téléphone, elle a pu l'enregistrer. Et moi, j'ai fait l'imbécile. J'ai dit: ah bon, tu penses que je suis schizophrène? Mais oui, oui, oui. Alors, il m'a donné un psychiatre. Non, mais vous voyez. Et alors, ce qui est terrible, vous voyez, c'est que vous savez que j'ai des problèmes avec un académicien qui s'appelle Thibaut Damour. Et dans cette échange téléphonique, le type cite cette situation en disant: Damour a commencé par te montrer que tu avais fait une erreur, alors tu as répondu, et maintenant il te répond, tu lui envoies une deuxième erreur, et il a compris qu'il ne peut pas perdre son temps avec un type qui a un problème mental. Oui. Donc, on peut se poser la question. Moi, je me pose carrément la question: combien de personnalités du monde scientifique pensent que j'ai un gras? C'est pas, c'est beaucoup. Moi, pas, mais le fait d'être ouvert à des tas de choses, ça ne me paraît pas un signe de maladie mentale. Voilà, vous avez un petit peu... Alors, effectivement, je comprends, je compatis à votre situation. Vous avez mentionné l'effet Asselineau. Je me heurte, alors toute proportion gardée, mais je me heurte dans le monde politique exactement à la même chose, c'est-à-dire que, je l'ai souvent cité, un journaliste célèbre qui m'avait dit un jour, il y a quelques années: vous savez pourquoi vous n'êtes jamais invité à la télévision et à débattre sur les questions politiques, sur les questions européennes? Et il m'avait répondu: c'est parce qu'on... Donc j'avais dit non, je ne sais pas pourquoi. Il m'avait dit: c'est parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Voilà. Ben, finalement, vous, si j'ai bien compris, c'est la même chose, en fait. Vous avez mis sur la table des projets extrêmement... des idées tout à fait novatrices, et en fait, les gens ne savaient pas quoi vous répondre, et donc ils vous ont répondu en gros: de toute façon, il n'est pas polytechnicien, il n'est pas normalien, etc. Donc c'est bon à acheter, et puis de toute façon, il est fou, quoi. Vous savez, Jean-Pierre Petit, que dans les années 40, De Gaulle, quand il était parti à Londres, il y avait quand même toute une propagande contre lui émanant de la France de Pétain, de la France de Vichy, et il y avait eu même une bande dessinée, ça s'appelait la Dingolite, c'est-à-dire qu'il était dingue. Voilà, parce que De Gaulle, il prétendait poursuivre le combat contre l'Allemagne hitlérienne alors que nous avions été battus, et donc il était présenté comme un dingue. Ça s'appelait la Dingolite. Voilà. Alors pour en revenir quand même il y a quand même quelque chose, si j'ai bien compris, qui est quand même tragique, qui est même presque un crime contre la France, c'est que finalement, les Soviétiques ont fait leur miel de vos découvertes, de vos intuitions, et eux, ils sont menés, ils ont prouvé au monde, il y a maintenant quelques années, et on le voit pendant la guerre en Ukraine, qu'eux, ils maîtrisent maintenant les missiles hyper véloces, hypersoniques, alors que nous, on en est encore à ramer. Est-ce que je simplifie à l'excès ou est-ce que c'est la vérité? Pas du tout, vous avez parfaitement raison. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que ces missiles hypersoniques russes, ils sont confrontés à la stabilité de Velikov. Donc, si j'avais pas fait cette découverte dans cette chambre de bonne d'Aix-en-Provence, ça ne marcherait pas. Et je pense à un ingénieur militaire français qui, un jour, visitait le centre de Kursk, de Tomsk, qui est en Russie, qui est le grand centre de l'FSB. Et quand il arrive, il y a un Russe qui lui dit: vous êtes français? Oui, oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit? Non, non, non. Jean-Pierre Petit, suppression instabilité de Velikov dans chambre de bonne. Oui, c'est extraordinaire. Non, mais vous voyez, c'est du Spielberg. C'est du Spielberg. C'est à la fois drôle et extrêmement triste, parce que, vous l'avez dit vous-même, quel gâchis de l'intelligence qu'il y a en France, tout ce qui finalement est original, innovateur, au lieu que normalement... Alors c'est d'autant plus scandaleux, si je peux me permettre, parmi des scientifiques et parmi la recherche, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, au contraire, devaient avoir l'esprit en éveil, ouvert justement à toute innovation. Et puis voilà, mais en fait, ils s'en sont restés à la Sainte Inquisition qui condamne Galilée, quoi, en fait, c'est ça.
Mais vous savez, quand on parle, par exemple, de faits novateurs, il y a des choses qui n'étaient pas mon fait. Vous avez peut-être entendu parler de la Z-Machine. La Z-Machine, c'est une machine qui avait été construite par un type que je connaissais, qui s'appelait Gérald Jonas, et j'avais été le voir en 76. Ça ressemble à un énorme camembert. Et Jonas mettait en jeu des courants électriques considérables. Et tout d'un coup, avec cette machine-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a obtenu des températures de plus de 3 milliards de degrés. Vous vous rendez compte? Voilà. Et ça, c'était en 2008. En 2008, je vois cet article dans Physical Review Day, over 2 billion degrés, plus de 2 milliards de degrés. Or, 2 milliards de degrés, c'est extrêmement important parce que la fusion bore-hydrogène, ça démarre à 1 milliard de degrés. Et je me rappelle, jusqu'à ce moment béni, personne n'aurait pensé tout d'un coup qu'on aurait fait un saut pareil. Vous savez, dans les tokamaks communautaires, eh bien, on vit 100, 150 millions de degrés. Ça, c'est pas pareil, c'est 10 fois plus. Comment on a fait un saut pareil? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai tout de suite compris ce qu'il y avait derrière. Et ensuite, j'ai compris les mathématiques qui se trouvaient derrière. Parce qu'encore une fois, ça se situe dans un espace à 7 dimensions. C'est même une espèce de plasma complètement nouveau, parce que c'est un plasma dans lequel les températures des ions sont gigantesques et les électrons sont froids. C'est extraordinaire, c'est l'inverse. Alors, il se trouve que j'avais un bon ami qui malheureusement est mort maintenant, qui s'appelait Malcolm Hines, qui était un Anglais, qui était un champion de la MHD. On a échangé de ce côté-là. On a échangé de ce côté-là. Et avec un ingénieur militaire qui s'appelle Christian Nazay, on a essayé de faire une croisade en France en disant il faut faire une Z-machine. C'était avant qu'on donne le premier coup de pelle pour ITER, vous voyez. Et une Z-machine, mais c'était 200 fois moins cher. Voilà. Et là, il y avait des choses fantastiques à obtenir. Et je me rappelle, à un moment, quelqu'un m'a obtenu un rendez-vous avec le conseiller scientifique de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, cette femme était devenue ministre de la Recherche. Or, je pense que pour Valérie Pécresse, Maxwell, ça doit être l'inventeur du café, vous voyez. Voilà. C'est vrai que... Alors, ça résume bien. Alors, le truc, c'est que je me suis trouvé face à ce conseiller scientifique, et puis NASA a essayé de son côté, et le message est arrivé, faites-nous des bombes d'abord, vous entendez? Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait une fusion bore-hydrogène, il n'y a pas de neutrons, pratiquement pas. Donc c'est une bombe verte, c'est une bombe verte, vous voyez, une bombe à fusion où il n'y a pas de radioactivité, on va pouvoir détruire les gens tranquillement. Quand on entend ça, faites-nous des bombes d'abord. Bon, alors, oui, c'est des bombes écologiques, en fait. Les bombes écologiques, la bombe verte, voilà. Alors, voilà, mais ça, c'est un cas, mais par exemple, quand j'ai essayé de collaborer avec le musée de la Villette, ça a été pareil. J'avais inventé un système informatique qui permettait de décider dans l'espace. On avait un stylo comme ça, et puis quand on promenait la pointe de ce stylo, on voyait en 3D des traits dans l'espace, vous voyez. Imaginez, au lieu de mettre de l'encre sur une feuille, vous mettez de l'encre dans l'espace. Eh bien, ça se faisait avec un Apple II, mais lorsque j'ai rencontré le responsable informatique de la Villette, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, comment allez-vous assurer la maintenance d'un tel logiciel? Mais il n'y avait pas de maintenance sur un Apple, c'était grotesque. Bon, voilà. Mais à chaque fois, vous savez, il y a un truc, je crois, que je dois me dire, c'est que c'est terrible d'avoir 40 ans d'avance. Et c'est ce qui s'est passé. Sur la MHD, dans les années 70, j'avais 40 ans d'avance. Maintenant, j'assume ces choses-là. Je finis par admettre que je ne suis pas le premier venu, que je suis un petit peu plus bizarre, un peu... Alors, Jean-Pierre Petit, est-ce que... Alors maintenant, vous êtes retraité, évidemment, vous avez 87 ans, mais enfin, tout le monde peut constater que vous êtes d'une jeunesse d'esprit extraordinaire. Mais actuellement, par exemple, je suppose qu'au ministère des Armées, il y a quand même, évidemment, les entreprises de la défense, et on doit quand même travailler à la recherche pour essayer de faire des missiles, justement, hypersoniques comme les Russes. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, les Chinois et les Nord-Coréens également vont dans cette direction. Est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce qu'on a demandé votre avis? Ou est-ce qu'on vous êtes toujours pestiféré? Non, mais on m'a demandé mon avis il y a 2-3 ans. Il y a une chose, par exemple, c'est que quand Poutine a parlé de ses hypersoniques, il a également parlé d'une chose. Il a dit que les Russes avaient un missile supersonique, un Mach 3, qui était propulsé par l'énergie nucléaire. Et moi, j'ai tout de suite compris.
non seulement j'ai compris, mais même en allant sur le net, eh bien, on s'aperçoit rapidement que les Américains avaient le même projet qui s'appelle Pluto. C'est pas le personnage de la bande dessinée, c'est le dieu des enfers, quoi. Et le missile Pluto, c'était un truc monstrueux qui faisait 15 mètres de long. Alors l'air rentrait par une prise d'air, passait dans un réacteur nucléaire et sortait. C'était ce qu'on appelle une tuyère thermopropulsive. Bon, si les gens vont sur Internet, ils vont trouver tout ça sur Pluto. Mais non seulement il y avait ça, il y avait toutes les annexes techniques, il y avait même les calculs qui allaient avec. Donc, autrement dit, moi j'ai trouvé ça tout de suite et j'en ai parlé, mais pour les militaires, ils ont découvert tout ça. Bon. Alors, il y a une chose, c'est qu'à un moment, un de ces missiles russes a fait explosion sur son banc d'essai. Ça a entraîné des rejets radioactifs. Et comme ces rejets étaient très spécifiques par rapport au type de réacteur nucléaire qui était employé, les services secrets français ont mesuré ces retombées radioactives. Donc à ce moment-là, les gens se sont dit, tiens, Petit a raison, il y a quelque chose. Alors, il y a un type qui est venu me voir, il était arrivé à la maison, il est arrivé à 11 h du matin, il est parti à 6 h du soir. Donc, il est resté 7 heures chez moi. Et les autres lui avaient dit, ne va pas voir Petit, c'est un pestiféré. Non, non, pas du tout. On l'a très bien reçu, ma femme fait très bien la cuisine. Et il était ravi. Et alors, c'est drôle parce qu'il m'a dit, écoutez, on est à la ramasse, hein, et ce qu'on vous offre, c'est 3 000 € pour un petit rapport de 20 pages. Hein. Et j'ai rien dit. Alors, vous voyez, comme ça, j'ai l'air bavard, mais quand je me tais, c'est un piège là-dedans, parce que le type s'est dit, bon, il est d'accord. Alors, pendant 6 heures, ou même 7 heures de rang, il a créé toute une espèce d'organigramme, de rattrapage de MHD extraordinaire. Par exemple, il m'a demandé, est-ce que vous connaissez Bourguignon, qui avait dirigé... Bourguignon était un type qui a dirigé n'importe quoi. Donc, il aurait été capable de diriger la MHD. Donc, il y avait Bourguignon, puis il y avait toute une pyramide hiérarchique, et moi, je venais pour donner des cours. Puis finalement, à la fin de la journée, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien vous rendre service, mais même si je vous fais ce petit rapport, ça servira à rien. Il y a une chose, c'est que vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai fait de la MHD avec la bite et le couteau, comme on dit au CNRS. C'est-à-dire que j'ai fait ça comme Rutherford avait fait de la physique nucléaire avec une table en chêne et 3 bouts de ficelle, quoi. Bon, j'ai supprimé une vague d'étrave, j'ai fait des expériences dans de l'eau salée. Mais cette MHD par rapport à la MHD russe, c'est exactement le gap qu'il y a entre les expériences de Rutherford de 1905 et les réactions nucléaires. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faudrait comme temps pour attraper les Russes? 1000 personnes pendant 30 ans. Vous entendez? C'est un peu comme si vous venez, vous dites, voilà, il paraît qu'il y a des gens, ils ont un truc qu'ils appellent l'atome, pas très bien compris, la fission. Pourriez nous faire un petit topo de 20 pages sur la fission? Comment est-ce qu'on peut dégager du... Alors, comment est-ce qu'on pourrait rattraper les gens qui ont des réacteurs? Ben oui, 1000 personnes pendant 30 ans. C'est comme ça qu'on fabrique à d'arrache. Et ça, c'est vrai, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, quand vous me dites que ces gens-là font des tentatives, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine en plus. Je ne sais pas, jamais en France, il y a des questions qu'on se pose. Comment se fait-il qu'il y a des choses qui marchent? Surtout ça. Vous savez que j'ai fait une bande dessinée sur l'hélicoptère. Elle a été préfacée par un type épatant qui s'appelle Jean Boulet, qui est mort. Et Jean Boulet était un polytechnicien. Il a été au cœur de la création de cet engin extraordinaire qui s'appelle l'Alouette. Et vous vous rappelez qu'après la guerre, les Français, en utilisant le savoir-faire de Russes, d'Allemands plutôt, ont été les premiers à mettre un groupe autopropulseur différent et on était très élevés, et on est toujours en avance. Vous savez que les Américains ont acheté les hélicoptères français. Donc tout d'un coup, on tombe sur un truc qui marche. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ont marché. Puis alors, quand il y a les bons polytechniciens, parce que c'était des polytechniciens, mais un type comme Boulet, c'était pas le premier venu. Puis en plus, c'était un pilote d'essai. Il est monté, je ne sais plus combien, à 9 ou 10 000 mètres avec son hélicoptère. C'est extraordinaire. Donc, ils avaient des couilles, nom de Dieu. Vous voyez, c'est le mot qui me convient, quoi. Et tout d'un coup, il y a des domaines où on a l'impression qu'on est face à des petits fonctionnaires. On a envie de leur dire, écoutez, rendormez-vous, je ne suis jamais venu, c'est pas la peine. Voilà. C'est un peu triste ce que vous dites. Alors maintenant, Jean-Pierre Petit, vous avez un autre combat, si j'ose dire, à part la MHD, c'est le modèle Janus de l'univers. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que ça c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire et qui vous vaut là aussi d'être considéré comme un fou. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision de l'univers avec le modèle Janus?
Bah, vous voyez, ça commence au milieu des années 80, justement au moment où la imagerie est abandonnée. Donc à ce moment-là, la imagerie est abandonnée, il va falloir que je fasse autre chose. Alors, j'avais quelques petits outils de maths entre les mains. Je me suis dit, tiens, la relativité, c'est pas mal. Alors, je me suis plongé là-dedans. Et finalement, assez rapidement, j'ai conçu le premier modèle à vitesse de la lumière variable. Hein, voilà. Alors, ça a été publié dans Modern Physics Letters. C'est un sacrilège par rapport à la pensée d'Einstein, ça. Là. Ouais, c'est même un truc beaucoup plus amusant que ça, c'est que comme j'avais été un peu dérangeant à l'observatoire. À l'époque, le directeur de l'observatoire était devenu Lequeux. J'étais très copain avec les précédents. Et Lequeux, tout d'un coup... alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démissionné du projet Rouen, parce que le projet Rouen, c'était un contrat de recherche dans lequel j'étais censé tout faire, mais je n'étais pas présent. Hein, voilà. Et je me rappelle, quand je suis allé au Coria, il y avait un responsable à qui le directeur demandait « Qu'est-ce que tu penses de ce montage ?» Il y a eu cette phrase merveilleuse, ça, je me souviendrai ça toute ma vie, « Le bateau coule normalement ». Donc, le bateau a coulé normalement. Alors, dans ce truc-là, il n'y avait pas de frais de déplacement. Je ne sais pas comment je pouvais venir là-bas. Mon étudiant, il avait fait une thèse doctorat, mais ça n'intéressait personne. Donc, moi, j'ai demandé une bourse de l'armée pour lui, pour qu'on puisse travailler. La réponse a été négative, alors j'ai démissionné. Et comme j'ai démissionné, le bateau a coulé normalement. Les recherches de l'étudiant ont explosé, par exemple, à Rouen. Il y a des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas que l'aspect scientifique, il y avait l'aspect technologique. Moi, j'étais aussi un ingénieur de terrain, je savais ce que je faisais. Donc, tout ça s'est effondré, le bateau a coulé complètement. Et puis alors, à ce moment-là, les militaires n'étaient pas contents. Donc, ils ont demandé au CNRS de me livrer pieds et poiliers, vous voyez. Et à ce moment-là, moi, j'ai reçu une lettre disant « Je mets fin à votre affectation à l'Observatoire de Marseille. Vous serez désormais géré comme chercheur isolé. » Et ça voulait dire que le coup suivant, on m'aurait dit, voilà, vous allez travailler dans tel laboratoire militaire, vous fermez votre gueule, sinon on vous fout dehors. Mais j'avais commencé à faire de la cosmologie. Et là, j'ai réussi à passer un papier in extremis grâce à la pluie de Souriau, qui a dit à la revue, c'est solide. Donc, j'ai été exclu de l'observatoire, on est obligé de me remettre dedans. Non, mais c'est... Comme on dit, je crois que l'expression qui est bonne, j'ai senti le vent du boulet. C'est-à-dire que non seulement on laisse des gens comme moi sans moyens, mais éventuellement on essaye de les traiter avec le clout, quoi. Oui. Je me rappelle ce que m'avait dit un jour Gilbert Payan qui est mort, vous allez vous prendre des briques dans la gueule. Non, je n'ai pas baissé pavillon, j'ai continué à faire ce que je devais faire, et ensuite j'ai été réintégré à l'Observatoire de Marseille et j'ai commencé ces travaux de cosmologie. Alors, vous pouvez imaginer que je n'ai pas pu aller dans un colloque scientifique. C'est cher un colloque, il faut même payer 400 ou 500 euros pour s'inscrire, plus le voyage. Je me rappelle une année, on m'avait proposé 400 euros pour aller au Japon. Alors la secrétaire me dit, qu'est-ce que vous décidez? Je pense que je vais acheter un dériveur et des boîtes de ronrons. Et en partant maintenant à la voile, peut-être que j'aurai des... Non mais qu'est-ce qu'on fait? Ça coûtait même pas le prix aller à l'avion. Oui. Et bon, voilà. Enfin donc, j'ai continué ces travaux de MHD, de cosmologie, et c'est passionnant. C'est passionnant, et ça repose sur un travail initial qui est celui du russe Sakharov. Andreï Sakharov. Alors Andreï Sakharov, je vous interromps. Tout le monde ne le sait pas. Les personnes qui ont plus de 40-50 ans le savent, mais les jeunes ne savent pas forcément qui était Andreï Sakharov, qui était un grand universitaire, un membre de l'Académie des sciences, qui était un scientifique très pointu, et qui était au sommet des honneurs dans la société soviétique. Et puis, d'un seul coup, il a commis un crime, c'est de ne pas penser comme les autres et de commencer à penser autrement sur les évolutions politiques du régime et d'avoir un regard critique sur l'Union soviétique et la construction du socialisme, ce qui fait que petit à petit, il a été considéré comme ce que l'on appelait en France un dissident, et il a été progressivement chassé de la nomenclature, il a été mis de côté, et puis il a été même renvoyé en dehors de Moscou. Donc il a été persécuté, en fait, pour ses opinions politiques. Andreï Sakharov, qui est resté quand même dans l'esprit des gens qui ont vécu dans les années 60, 70, 80, comme le symbole de la liberté de l'esprit par rapport
au totalitarisme politique et peut-être aussi scientifique d'ailleurs. Je vous ai interrompu, mais je pensais que c'est important de le rappeler. Donc c'est bien cet Andreï Sakharov dont vous nous parlez. Et oui, mais au départ, c'est ça qui lui a valu des ennuis. Sakharov est un homme qui avait travaillé dans la recherche militaire. D'abord, il faut savoir une chose, il a inventé la imagerie russe complètement, hein. Et Velikov était élève de Sakharov. Sakharov a fait des choses fantastiques au point de vue MHD. Et puis ensuite, vous savez, en Russie, quand des chercheurs avaient une grande classe comme ça, on les mettait directement sur des projets militaires, par exemple. Donc il a travaillé là-dessus et il est le père de la bombe à hydrogène russe. Et c'est là, tout d'un coup, que les Russes ont un pas en avant par rapport aux Américains, puisqu'ils ont été les premiers à faire fonctionner une bombe qu'on appelait une bombe sèche à l'hydrure de lithium, dans lequel l'explosif était solide. Alors que pour les Américains, c'était l'hydrogène deutérium liquide, c'était pas employable. Bon. Donc, il était extrêmement brillant de ce côté-là. Et c'est allé jusqu'au moment où on lui a demandé de fabriquer une bombe à hydrogène de 100 mégatonnes. Alors, vous avez la photo sur l'écran, parce qu'on la montrera, cette photo, les gens la connaissent. C'est ce qu'on appelle un tsar bomba. Hein, Explosé dans la péninsule de Nouvelle-Zande, hein, je crois, au début des années 60, et qui serait capable de ravager toute la France avec 5 bombes. Enfin, c'est terrible, oui. Et le pire, c'est que c'est une bombe à 3 étages qui avait une puissance nominale de 100 mégatonnes et on l'a bridée à 60. Vous entendez? Parce que si on l'avait mis à plat, ça aurait 500 mégatonnes. Alors, comment ça fonctionnait? Il y avait une bombe atomique qui faisait marcher une bombe à fusion, qui refaisait marcher une bombe à fission. C'était énorme. Et alors, au point de vue déchets radioactifs, c'est monstrueux. Vous savez, d'abord. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans la vie de Sakharov qui n'a jamais été totalement élucidé. Tout d'un coup, il s'est dit stop. Il a même écrit à ses responsables en disant, écoutez, moi, j'ai travaillé pour défendre mon pays, je ne travaille pas pour détruire l'humanité. Alors là, j'ai calculé le nombre de cancers qu'on allait fabriquer avec cette bombe, c'est monstrueux, quoi. Donc j'arrête. Voilà. Et il a arrêté du jour au lendemain, et il a dit, je suis détenteur d'un grand nombre de secrets, mais je ne dirai jamais rien. C'est vrai. Alors c'est pour ça qu'il n'a jamais pu quitter l'Union soviétique, parce que Sakharov, c'était un secret militaire ambulant, quoi. Voilà. Et alors après, bon, c'est après qu'il s'est ouvert aussi aux questions politiques, hein, etc. Mais au départ, vous savez, il y a un type également qui était complètement contre ces recherches militaires, c'est Grothendieck, Alexandre Grothendieck. Mais moi aussi, c'est ma position. Hein, travailler pour des armes, c'est pas possible, c'est malsain, c'est pas bon, quoi. Et les gens disaient, mais comment se fait-il que tu étais en contact avec Grothendieck? Ben, simplement, c'est lui qui s'est mis en contact avec moi. Voilà. Et comme me disait Grothendieck, moi, je préférais être fusillé que de porter un uniforme. Voilà. Donc, il y a cette perception du caractère extrêmement dangereux des armes. Et actuellement, les gens ne se rendent pas compte. Quand ils parlent de l'emploi de bombes atomiques toxiques, ils ne se rendent pas compte, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est effrayant, un truc pareil. On est vraiment face... Surtout, ce sont des gens qui ont peut-être 50 ans, ils n'en ont pas 80, ils ne savent pas ce qu'il y a eu avant, quoi. Vous savez, il y a une chose, par exemple, c'est que j'ai été très copain avec un type qui s'appelait Vladimir Alexandrov, qui avait fait un stage à Marseille, on avait sympathisé, après il était reparti. Et puis moi, j'ai toujours eu des contacts épistolaires avec les Russes. C'est très simple, il suffisait d'envoyer des cartes postales où le texte pouvait être lu. Et à ce moment-là, le préposé qui lisait le texte ne faisait pas trop attention. Voilà. Donc j'avais des échanges comme ça, j'envoyais une lettre, la réponse arrivait 3 mois après. Et un jour, j'ai reçu un rapport d'Alexandrov. Il avait fait des calculs avec l'ordinateur de Moscou sur les conséquences d'une guerre nucléaire massive, et c'était le thème de l'hiver nucléaire. Et à ce moment-là, ce qu'on apercevait, c'est qu'une guerre nucléaire, eh bien, ça envoyait 1 million de tonnes de poussière dans l'atmosphère, et ça avait comme effet de couper complètement l'apport de lumière. Et la température baissait immédiatement de 10-15 degrés. En plus, les végétaux crèvent. Et si les végétaux crèvent, toute la chaîne alimentaire est rompue. Donc vous avez des conséquences. Mais c'est monstrueux ce qui se passe. Vous avez
des bactéries qui vont se proliférer de façon absolument considérable. Donc, il a fait ceci, et on s'est rencontrés à Moscou à un moment. Disons que moi, je lui ai signifié que je venais à un congrès, je crois que c'était en 83, quelque chose comme ça, et on s'est rencontrés à l'époque, et il m'a dit, tu sais, j'ai appris des choses absolument monstrueuses. Mais je dis, Vladimir, débarrasse-t'en immédiatement, sinon tu es un homme mort. Et il est mort. C'est-à-dire qu'il est venu faire des conférences, d'abord au Japon, ensuite il est allé à Rome, parce que je l'avais recommandé auprès du conseiller du pape. J'ai eu une lettre du Vatican, c'est amusant. Donc il est allé au Japon, puis au Vatican, puis ensuite il est allé à Madrid, et là il a disparu. Il doit être dans un bloc de béton. Oui, mais du jour au lendemain, on l'a effacé, quoi, complètement. Voilà. C'est pour montrer qu'un chercheur disparaît, tout le monde s'en fout, quoi. Ça peut pas arriver à moi du jour au lendemain, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, donc revenons comment dire, à Sakharov, comment dire, Chronologie. à Sakharov. Sakharov, tout d'un coup, sort un papier fantastique en 67 en disant il n'y a pas un univers, mais il y en a deux. Dans le second, la flèche du temps va à l'envers. Et ça, si vous regardez dans l'actualité scientifique actuelle, vous avez un type comme Neil Turok, des gens comme ça, c'est une idée qui est dans l'air, justement, cette histoire du deuxième univers avec le temps qui va à l'envers. Alors, en ce moment, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce temps qui va à l'envers? Moi, j'aurais dit, oui, passionnant. Et c'est là que Souriau va apporter la réponse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique, mais Souriau, pour moi, c'est l'enchanteur Merlin. Quand je buguais le voir, j'avais l'impression de voir un alchimiste qui était en train de faire des choses. Il avait une sorte de creuset, alors il fabriquait des mathématiques, pour lui, de la physique. Justement, Souriau s'intéressait à tout. C'était extraordinaire, un gars comme ça. Bon. Et là, disons que son apport énorme, c'est que qu'est-ce que c'est inverser le temps? C'est inverser l'énergie et la masse. Voilà. Autrement dit, cet univers avec le temps inverse, c'est un univers avec des masses négatives. Alors ensuite, bien, il y a une chose, c'est que la relativité générale ne supporte pas les masses négatives. Hein, j'ai expliqué ça dans une courte vidéo dont on pourra faire figurer l'adresse. Je crois que ça explique bien ça aux gens. Donc, autrement dit, si on veut mettre des masses négatives, il faut changer de vision géométrique du cosmos. Il faut changer d'équation. L'équation d'Einstein n'est plus suffisante. Il ne faut pas une équation, il en faut deux. Alors évidemment, tout ça, ça a été bricolé avec Souriau, avec surtout Grothendieck, et puis avec Morin, le mathématicien, parce que ça a l'aspect topologique complètement fantastique. Vous savez, par exemple, moi j'ai été à un moment enseignant aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence en sculpture. Et à ce moment-là, pendant un certain temps, on a fait des sculptures mathématiques. C'était très amusant. Et c'est là que j'ai trouver la description mathématique de la surface de Broglie, par exemple. Vous voyez. Donc, vous voyez, comment dire, l'imagination, elle est partout, elle est entre vos mains, elle est dans vos yeux, elle est dans votre tête, elle est sur une feuille de papier, et elle est dans la sculpture, elle est avec des objets en fil de fer extraordinaires. Bon. Donc tout ça, ça a donné le modèle Janus, et il y a eu quelques publications, et là actuellement, je dirais qu'au mois de novembre, quand même, j'ai réussi à passer une publication de 24 pages qui est très complète. Mais il y en a d'autres qui sont à suivre. C'est passionnant, un truc comme ça. Alors, quelles sont les conséquences de ce modèle Janus? Donc, si je vous comprends bien, vous proposez une interprétation une conception de l'univers radicalement nouvelle, avec l'univers tel qu'on le connaît, et une espèce d'univers qui serait un univers en miroir, avec fait de tout l'inverse, l'antimatière, un temps qui va à rebours, etc. Et donc, il y aurait la coexistence de deux univers, c'est de ça qu'il s'agit? Ben, ils coexistent et puis ils interagissent. Si vous voulez, c'était un petit peu comme si je prenais une feuille de papier en disant il y a des objets sur le recto et des objets sur le verso. Vous voyez. Par exemple, si je mettais des aimants sur le dessus et des aimants sur le dessous, je pourrais les faire interagir comme ça. Donc, si vous voulez, cette masse négative, mais il y en a dans la pièce. Il y en a peut-être une douzaine, mais c'est très raréfié. Mais vous voyez, cette masse négative, elle n'est pas dans un autre univers. Ça n'est pas aussi exotique. Maintenant, il y a une chose, c'est que ça répond à plein de problèmes. Alors, pour Sakharov, pour lui, il avait imaginé cet univers à deux pattes,
justement pour l'histoire d'antimatière primordiale. On a un Big Bang et normalement, il devrait s'être formé autant de matière que d'antimatière. Or, là, nous sommes faits de matière, mais il devrait y avoir des anti-Jean-Pierre Petit et des anti-Astino quelque part, des masses. Et à ce moment-là, Sakharov avait donné cette réponse. Mais je me suis aperçu que ça apportait des réponses infiniment plus importantes. Et actuellement, on pourrait dire que l'heure est venue pour ce modèle Janus, parce que la cosmologie et l'astrophysique sont dans une crise majeure, vous le savez peut-être. Disons qu'on a essayé de raptasser le modèle de la relativité générale avec de la matière noire, avec de l'énergie noire. Cette matière noire, on n'arrive pas à l'observer. Tout ça, ça coûte très cher. Quand je pense comment je fais ça avec du papier à crayon, on a fait des laboratoires dans des tunnels, dans des mines. Et puis là, par exemple, le laboratoire le plus important, on utilisait du krypton en l'état liquide. Alors, 1 kilo de krypton, rien. 10 kilos, rien. 100 kilos, rien. 1 tonne, rien. 4 tonnes de krypton. Là, maintenant, après 20, 30 ans, les physiciens commencent à se dire peut-être qu'elle n'existe pas. Hein, c'est extraordinaire. Bon. Alors, effectivement, la masse négative remplit toutes ses fonctions. Elle explique toutes ces choses-là. Elle explique le confinement des galaxies. Elle explique les effets d'antigravitationnel. Puis alors, après, il y a eu quelque chose de plus important encore depuis quelques années. C'est le lancement du télescope spatial James Webb. Et le James Webb, c'était une machine inimaginable. Moi, je peux débiner les travaux des théoriciens en disant qu'il manque un peu d'imagination. Par contre, les ingénieurs et les techniciens qui ont fabriqué ces machines, vous imaginez envoyer un truc pareil à 4 fois la distance de la Lune. Il y a 75 phases de déploiement. À chaque fois qu'il dépliait quelque chose, le type se disait « Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas coincer ?» C'est extraordinaire, quoi, qu'on arrive à faire un truc pareil. Parce que si ça marche pas, il n'est pas question d'envoyer des astronautes pour aller réparer. C'est trop loin, vous voyez. Donc, ce truc-là a réussi à se mettre en marche, extraordinaire. Et il a un miroir qui est beaucoup plus grand que le miroir du télescope Hubble, mais aussi, il peut voir dans l'infrarouge. Hein. Et à ce moment-là, voir dans l'infrarouge, ça signifie avoir des images des objets les plus anciens. Et le télescope Hubble, James Webb, peut voir des objets qui sont plus jeunes que 100 millions d'années. Alors à ce moment-là, on a regardé ces premières images, et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On va en montrer une comme ça. Eh bien, on a trouvé des galaxies spirales entièrement formées qui n'avaient que 500 millions d'années. Or, le modèle classique est incapable de fabriquer une galaxie avant au moins 1 milliard d'années. Que là, après, non seulement c'était 500 millions, mais 400 millions, mais 300 millions. Un jour, on arrivera à 100 millions d'années. Autrement dit, il y a cette naissance très précoce des galaxies, et le modèle standard est incapable d'expliquer ça. Ça, c'est grave. Il n'y a plus de solution. Même avec la matière noire, on n'y arrive plus. Donc, autrement dit, l'idée qui commence à se faire jour, il faut changer de modèle. Alors, à ce moment-là, ben, monsieur, voilà, moi, j'ai le modèle Janus. Voilà. Et le modèle Janus explique tout ça parce que cette naissance précoce des objets, mais c'était une prédiction depuis 30 ans. Hein, voilà. Et puis, maintenant, on sait aussi que le cosmos a une allure lacunaire. Disons que la matière s'agence un peu comme des bulles de savon lointives. Et au centre de ces bulles de savon, il y a des grands vides. Alors en 2017, tout d'un coup, on voit arriver un article de la française Hélène Courtois, Daniel Pomarède, Bram Tully, le Canadien, et un russe ou un Israélien, Yuli Hoffman, et on découvre un grand vide. Alors ce grand vide, il fait 100 millions d'années-lumière, il est à 600 millions d'années-lumière de distance. Et ce grand vide, non seulement il n'y a rien dedans, mais en plus il repousse les galaxies. Ben, ça, c'est une confirmation observationnelle. Au centre de ces galaxies, de ces grands vides, il y a un conglomérat de masse négative, répulsif. Et ce conglomérat, on ne peut pas le voir, parce que comme il émet des photons d'énergie négative, ça n'est pas perçu par nos yeux et nos télescopes. Donc, première confirmation observée en 2017. Ensuite, cette structure à grande échelle, elle se confirme. Donc, la confirmation de cette structure lacunaire, c'était prédit par le modèle en 1992. Hein, il y a plus de 30 ans. Jean-Pierre Petit, quel serait parce qu'il y a évidemment la compréhension de l'univers qui est en soi quelque chose de tout à fait passionnant, mais est-ce que si on allait dans cette direction, si on travaillait davantage sur cette question, est-ce qu'on peut imaginer des conséquences concrètes dans la vie des hommes si on pouvait aller dans ce sens? Est-ce que ça aurait une influence, je ne sais pas moi, sur
la conception qu'on a de la vitesse de la lumière, sur la conception qu'on a de la vitesse des déplacements, des voyages. Je ne sais pas quelles en seraient les conséquences concrètes. Des conséquences, il y en a énormément. Je dirais que ce genre de saut qu'il faut faire, qu'on s'apprête à faire, que j'espère que les scientifiques feront, c'est tout à fait comparable à l'avènement de la relativité. Et la relativité, vous vous rappelez, tout d'un coup, il y avait un monsieur qui s'appelait Albert Einstein qui disait, vous savez, E égale mc2. Hein, c'est-à-dire qu'avec 1 gramme de matière, je peux faire une énergie considérable. Bon, mais tout ça, plus mélangé à la mécanique quantique, ça donnait la bombe atomique. Et moi, je pense que derrière ce modèle Janus, il y a des bombes dont nous ne pouvons même pas imaginer la puissance. Vous entendez? Et je pense que c'est là un des aspects les plus préoccupants. Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas empêcher cette science de progresser. Mais par exemple, moi, j'ai mis un certain frein sur les études de mécanique quantique, parce que c'est là que ça se passe. Mais évidemment, les militaires diraient des bombes encore plus puissantes, mais expliquez-nous ça, c'est formidable. Non, non, c'est des bombes à côté desquelles les bombes à hydrogène seraient comparables à des allumettes, vous voyez, hein? Ben oui, ce qu'on pourra faire, c'est transformer de la matière en antimatière. Vous vous rendez compte? Alors évidemment, c'est toujours pareil, il y a les deux versants, c'est-à-dire qu'il y a l'arme, mais il y a aussi la source d'énergie. La source d'énergie, pour le moment, le nucléaire, malheureusement, il y a des déchets. Et si on avait une fusion bore-hydrogène, eh bien, on aurait une production d'énergie nucléaire sans déchets. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de déchets. C'est une chose. C'est pour ça que quand les gens disent, mais vous êtes contre le nucléaire, vous êtes contre cette science, vous voulez qu'on retourne à l'âge de la bougie, mais pas du tout. La Z-machine, c'est pas la bougie, mon bonhomme. C'est quelque chose de vachement avancé. Mais ça, disons que c'est un peu comme si on avait inventé le feu, et en fabriquant le feu, on était obligé de garder le fumée parce qu'elles sont empoisonnées. Vous voyez, hein? Qu'est-ce qu'on ferait? On arriverait à chauffer, mais à ce moment-là, il faudrait garder toutes les poussières que ça fabrique parce qu'elles sont toxiques. Imaginez que le feu de bois qu'on fabrique, ça fabrique de la strychnine, par exemple. On tuerait tout le monde. Ben là, c'est pareil. On a réussi à fabriquer de l'énergie à partir de l'atome et ça produit tout un tas de saloperies. Simplement, on a découvert le tout début de cette physique nucléaire et il y a une physique à plus haute température qui est plus extraordinaire, qui est une physique aneutronique. Voyez. Bon, alors s'agissant de Janus, c'est bien pire encore. C'est bien pire encore parce que moi, je pense qu'on est tout à fait capable d'envisager de produire une énergie avec ça, avec le danger que ça représente. Il y a aussi, c'est peut-être la raison de l'inquiétude des scientifiques. C'est que si vous prenez ce modèle Janus, soit vous êtes dans un véhicule à masse positive, soit vous êtes dans un véhicule à masse négative. Vous arrivez à inverser votre masse. Et si vous inversez votre masse, les distances à franchir sont 100 fois plus courtes et la barrière luminique est 10 fois plus élevée. C'est-à-dire que vous gagnez un facteur 1000 sur les temps de voyage. Autrement dit, je pense que la conclusion du modèle Janus qui dérange le plus les scientifiques et les politiques, c'est que ça rend les voyages interstellaires non impossibles. Voilà. Et là, je m'arrête. Mais, vous voyez... Donc, ça laisse entendre, avec ce que vous laissez paraître en pointillé, c'est que si les voyages interstellaires, parce qu'actuellement, dans la physique actuelle telle qu'on nous l'enseigne, bon, il y a quand même cette barrière de la vitesse de la lumière, du monde que nous connaissons, et on peut imaginer qu'il faudrait, je ne sais pas, des milliards d'années, par exemple, pour aller rejoindre d'autres systèmes solaires ou d'autres choses comme ça. Alors que là, vous laissez entendre que finalement, on pourrait réduire par 1000 la vitesse, et donc ça deviendrait des voyages possibles, ce qui laisse peut-être penser qu'il pourrait y avoir des contacts avec des civilisations extraterrestres. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Ah, et à ce moment-là, on pourrait dire, vous connaissez cette phrase de la Bible, « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Et là, vous voyez, alors... Bien petit, on arrive à la fin de notre entretien. Je voudrais quand même, avant de conclure, que vous résumiez un petit peu votre aventure, finalement, enfin l'aventure de votre vie, qui n'est pas terminée. Vraiment, je suis ébloui par votre vivacité d'esprit, votre dynamisme. On s'était déjà rencontrés il y a une dizaine d'années, vous n'avez pas changé dans vos passions, ni moi dans les miennes d'ailleurs. Il y a quand même quelque chose que je trouve un peu triste, hein, c'est que coup sur coup, là au cours des derniers jours que nous avons traversés, il y a eu un scandale avec un directeur de recherche du CNRS qui a fait un modèle qui s'appelle
HelloQuitix, qui a donc inventé un modèle pour favoriser le fait que les gens doivent quitter l'application Twitter X d'Elon Musk pour aller sur une autre, tout en piquant d'ailleurs l'ensemble des contacts, c'est complètement illégal. On est quand même très loin de la recherche fondamentale du CNRS. On est quand même dans un travail de politicien, en fait, et de quelqu'un qui prend des prises de position politiques extrêmement controversées, d'ailleurs. Et d'ailleurs, son truc n'a pas marché, en fait. Et tout ça avec l'argent public. Et puis, le même, d'ailleurs, j'ai découvert, M. Chaval-Arias, d'ailleurs, a fait un dossier sur le timbre du CNRS qui s'appelle Minuit moins 10 ou 10 minutes avant Poutine, et qui incrimine des gens comme moi, parce que sur des prises de position, notamment sur la guerre en Ukraine, je ne dis pas la même chose que les autres. Donc, à partir de ce moment-là, je serai forcément un agent de Poutine. Donc, je ne suis pas un agent de Poutine. On est très, 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 très loin du CNRS. Enfin, on est dans le complotisme de base. Je trouve ça incroyable, en définitive. Et puis, alors, il y a un autre scandale qui est sorti, c'est le lancement de Lucie, donc cette intelligence artificielle à la française pour lesquelles il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite, qui en fait a été lancée donc par une entreprise dont le patron se trouvait être un ami de Macron, qui a d'ailleurs été candidat aux élections législatives en 2017 dans le Var. Et donc ça a été lancé à grand son de trompe, et puis on s'est aperçu au bout de 24 heures que Lucie en question, elle racontait n'importe quoi, elle disait des choses, ça a fait la risée du monde entier. Il a fallu fermer cette application. Et j'ai vu que cette application avait été conçue, lancée suite à un partenariat avec le CNRS. Alors moi, j'ai quand même 2 questions à vous poser, ce sera les 2 dernières. Qu'est-ce qu'il faut penser? Vous avez travaillé au CNRS, finalement le CNRS, en fait, on ne vous a pas servi, on vous a pratiquement montré la porte de sortie, si j'ai bien compris. En tout cas, on ne vous a pas donné les moyens. Personne ne s'est dit, tiens, ça pourrait mériter d'aider ce monsieur, plutôt qu'il fasse ça dans son coin, de lui donner quelques crédits pour voir ce que ça peut donner. Donc ça veut dire un manque d'imagination complet, un manque d'ouverture d'esprit. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas dire que la recherche française est en train de crever sous le poids à la fois de la politisation, de l'incompétence, du mimétisme, du caractère moutonnier, et le fait que finalement, on est un peu comme du temps de la Sainte Inquisition, hein, avec, comme je le disais tout à l'heure, avec la Sainte Église qui condamne Galilée parce qu'il ose dire que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse, c'est que c'était inadmissible d'accepter ça. Mes 2 questions, c'est que pensez-vous du CNRS et que pensez-vous de l'état de la recherche en France et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la recherche en France parce qu'elle a des tas de facettes. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, qu'au point de vue de l'observation, par exemple, et mon ami Monet était directeur de l'instrumentation à l'ESO, mais ça marche très bien. On a fait des télescopes formidables, on a fait des télescopes spatiaux formidables. Donc, on ne peut pas dire la recherche, ça ne marche pas. Maintenant, s'agissant de la recherche théorique, j'aurais une phrase que j'ai trouvée dans la bouche d'un avocat. Ce sont des intermittents du spectacle, vous voyez. C'est-à-dire que qu'est-ce que ces gens-là produisent? Ils produisent des vidéos à n'en plus finir. Et à ce moment-là, c'est du blabla, du blabla. Ils produisent des livres, et dans ces livres, tout est au conditionnel. Serait, pourrait, expliquerait, etc. Alors, il y a une chose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, moi, j'aimerais, par exemple, présenter mon travail à l'Académie des sciences. Et à l'Académie des sciences, eh bien, vous avez une astrophysicienne qui s'appelle Françoise Combe, qui est présidente de cette académie. Bon, ben, j'ai un ami qui a démarché auprès d'elle, elle lui a répondu simplement 99% des théoriciens pensent que le modèle Janus ne tient pas debout. Elle n'a rien lu, quoi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, vous avez aussi votre instance, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Moi, je pourrais venir parler là-dedans. J'ai plein de choses à dire, ne serait-ce que sur la fusion, des choses comme ça, vous voyez. Bon, mais est-ce qu'il y aura un politique qui dira « j'aimerais qu'on convoque Jean-Pierre Petit » ? Je ne sais pas. Ce qui est affolant, Jean-Pierre Petit, c'est que ça correspond à mon humble niveau, à l'anecdote de ce journaliste qui me disait on ne vous invite pas parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Ce qui est affolant, et d'autant plus affolant que là on parle justement de recherche, donc de gens qui devraient au contraire être à l'affût de la moindre, ils devraient guetter la moindre idée nouvelle, etc., pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intelligent derrière, est-ce qu'il n'y a pas une piste.
on a l'impression qu'en fait, il y a une espèce de mastodonte de conformisme. Lorsque la présidente de l'Académie des sciences fait savoir que, si j'ai bien compris, 99% des scientifiques considèrent que votre modèle Janus est faux, elle va dans les pas de ce que l'on nous explique aussi sur le réchauffement climatique d'origine anthropique, etc. C'est-à-dire que désormais, on est dans un univers où la science se voterait à la majorité. Mais moi, je rappelle qu'au temps de Galilée, à part Copernic et Galilée, tous les scientifiques du 16e, du début, fin 16e et début du 17e siècle, disaient tous que la Terre était au centre de l'univers. Et donc, si on avait fait voter les scientifiques au temps de Galilée, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé. Galilée avait été condamné. Donc, l'idée que la science, la médecine, c'est pareil sur l'affaire de la Covid, des injections ARN, c'est pareil sur l'affaire du réchauffement climatique. Le fait même qu'on considère qu'il y a un consensus, donc taisez-vous parce que vous n'êtes pas dans le consensus, pour moi, c'est vraiment d'abord, c'est la sottise même. Et en plus de ça, c'est quand même un peu, je trouve, la fin d'une civilisation, parce que ce qu'a apporté la civilisation occidentale, notamment la française, au monde, c'est justement la faculté de douter. C'est Descartes. Je pense donc je suis, c'est l'idée de tout remettre en doute, le doute cartésien. La méthode cartésienne, c'est justement de pouvoir douter. Et ça, une personne doit pouvoir douter. Alors, on a bien noté donc votre demande. Il faudrait que... Eh bien, on va lancer ici un appel, si vous voulez bien, tous ceux qui vous soutiennent. On va mettre ça à la fin. Il faudrait écrire à la présidente de l'Académie des sciences, d'une part, et puis à cette l'OPCST, Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la réponse... On va tous écrire, on va dire, écoutez, voilà, il y a des gens qu'il faudrait, ça serait quand même votre devoir, que d'écouter sans a priori et sans œillet, pour voir éventuellement ce que c'est, puis qu'on puisse vous auditionner, après tout, enfin, c'est quand même... Et puis voilà, si on vous prouve que vous avez tort, est-ce que vous reconnaîtrez que vous avez tort si on vous le prouve ? Bien sûr, mais ça n'est pas, c'est pas le cas. Mais vous voyez, la phrase que Françoise Combe a mis, ces gens sont l'opinion de ces gens. Vous voyez, c'est pas une opinion. Quand on publie des travaux dans des revues, un comité de lecture, c'est pas une opinion. Vous voyez. Alors il y a une chose, c'est que nous avons ceci en commun, Monsieur François Asselineau et moi. Moi, j'ai appelé ça l'effet Asselineau, vous voyez, par exemple, parce que vous savez peut-être, par exemple, que j'ai écrit 35 bouquins en bande dessinée scientifique. Alors voilà le dernier, c'est Modèle Janus contre Science Noire. Bon, eh bien là, est-ce que vous avez déjà entendu parler dans les médias de cette collection? Il faut savoir qu'il y a 38 albums, ils sont traduits en 40 langues. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inventé quelque chose d'assez étonnant. Je les ai rendus téléchargeables gratuits. Et j'ai 600 000 lecteurs dans le monde entier. Et personne n'en parle. Ça, c'est l'effet Asselineau, vous voyez. Quand vous êtes dérangeant, vous devenez transparent, vous voyez. Nous sommes transparents. Exactement. Nous sommes devenus de l'antimatière, peut-être, en fait. Pierre Petit, pour cet entretien qui était tout à fait passionnant. Écoutez, si vous me le permettez, quand je descendrai dans le sud de la France, j'essaierai de passer vous faire un petit coucou et peut-être poursuivre encore ces échanges qui sont avec vous tout à fait passionnants. Merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis, je pense que tous les gens qui nous suivent vont être tout à fait passionnés. Et on va essayer de vous donner, à notre humble mesure, un petit coup de main pour qu'au moins on vous écoute. C'est quand même la moindre des choses. Vous ne demandez rien d'autre. C'est quand même normal que ce soit suivi des faits. Vous savez, je suis en train de gagner la partie, de toute façon. Je suis en train de gagner. Et l'émergence de ce modèle est inéluctable. Pourquoi? Parce que la science théorique à côté est en train de partir comme le Titanic, qui sont en train de couler complètement. Et le modèle Janus a toutes les confirmations observationnelles de la Terre. Voilà un modèle qui donne des explications pour tous les phénomènes et qui n'est en contradiction avec aucun phénomène observationnel. C'est le seul. Donc, je ne suis pas tellement inquiet. En tout cas, non. Juste ce que je voudrais... c'est que, monsieur Asselineau, vous avez mon soutien moral le plus complet. Hein. Vous savez que je peux comprendre ce que vous vivez, mais moi, je vous soutiens. Heureusement que vous existez, quoi. Merci beaucoup. Mais vous savez, je pense qu'on n'a pas finalement un point commun, vous et moi, effectivement, vous l'avez dit, c'est que je suis traité dans la sphère politique comme vous l'êtes dans la sphère scientifique. C'est exactement la même chose, en fait. C'est terrible, en fait. Merci Jean-Pierre Petit, et puis à bientôt peut-être, et merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité pour répondre à toutes ces questions. Entendu, au revoir.